De tous les phénomènes cataclysmiques, les éruptions volcaniques sont de loin les phénomènes les plus spectaculaires. Au premier coup d'œil, sans être un spécialiste, on comprend la dangerosité du phénomène qu'il faut fuir à tout prix. Quelques téméraires ont eu le courage d'approcher ces phénomènes. C'est ainsi, armés de leurs combinaisons métalliques et de leurs bonnets rouges, bravant les flammes et vents violents, qu'est apparu le plus célèbre couple de volcanologues qui a marqué la discipline à tout jamais, les Kraft. Avec plus de 20 ans de carrière au plus près des volcans, ils voyageront à travers le monde et partageront des images inédites de ces phénomènes cataclysmiques. Mais après autant de temps et malgré autant d'expérience, ils vont vivre, en 91, leur ultime éruption. En France, il existe de nombreux volcans. En métropole, une succession de volcans endormis marque le relief. C'est la chaîne des Puys, avec une dernière éruption datant d'environ moins 7000 ans. Mais pour voir une activité récente, il faut voyager outre-mer, dans les îles. À La Réunion, avec le Piton de la Fournaise, en Guadeloupe, avec la Soufrière, et en Martinique, avec la Montagne Pelée. De par cette richesse, une véritable lignée de volcanologues français a éclos au cours de l'histoire récente, notamment grâce aux départements d'outre-mer, qui sont de véritables laboratoires à ciel ouvert. En France, les premiers écrits remontent à la fin du XVIIIe. La géologie était encore très gouvernée par les écrits bibliques. Puis, au XIXe, les premières expéditions sont menées, avec la production de cartes de volcans assez réalistes. Au cours de ce même siècle, la science et les techniques se développent, avec la multiplication des missions de terrain, des études de géographie physique et l'introduction des méthodes d'étude des roches selon leur structure et leur chimie. La pétrographie. À l'aube du XXe siècle, un drame au retentissement mondial se prépare. La Martinique, en pleine élection législative, est prise par une éruption du Mont Pelée. Un gigantesque nuage de cendres, suivi de débris de roches, emportera en quelques minutes la plus grande ville de la Martinique, Saint-Pierre. Cet événement sombre est reconnu encore aujourd'hui comme étant la plus grande catastrophe naturelle qui ait jamais frappé la France. Le nuage de cendres, alors très peu connu à cette époque, sera baptisé par Alfred Lacroix en tant que nuée ardente. L'après de cette éruption sera très étudié, à tel point qu'elle définira une classe d'éruption à elle seule, le type péléen. Puis, à l'aune des deux guerres mondiales, un silence s'installe dans la volcanologie. Mais dès l'après-guerre, un volcanologue qui fait seulement ses débuts va marquer à tout jamais les esprits. C'est Haroun Tazieff. Haroun Tazieff est un véritable personnage tout droit sorti d'une série. Immigré originaire de l'Empire russe, c'est un élève brillant à l'école en plus d'être très bon sportif. Il pratiqua de nombreux sports dont l'alpinisme, le rugby, mais surtout la boxe, sport dans lequel il excelle au point d'être qualifié aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Pour ses études, il va rejoindre l'université de Liège en Belgique pour obtenir le diplôme d'ingénieur agronome et plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, celui d'ingénieur géologue. Ce diplôme lui servira notamment de couverture en tant que résistant. Contre les Allemands, il va s'illustrer dans des opérations de sabotage de voies ferrées et mener d'autre part des actions humanitaires. Au lendemain de la guerre, il travaille pour le gouvernement belge en tant qu'ingénieur dans des mines d'étain du Katanga. Bon géologue, il sera rapidement engagé par le service géologique afin d'y dresser la carte géologique de la région du Kivu. C'est là, à ce moment, face à une épaisse fumée blanche, des laves et fontaines incandescentes, qu'il va faire l'expérience de vivre au plus près la naissance d'un volcan. Cet événement va bouleverser sa vie et presque, par accident, faire de lui l'un des plus grands volcanologues de l'histoire. Suite à cet événement, animé par une curiosité envers ces éruptions, et bien qu'il ne soit pas volcanologue, il va publier des livres décrivant les phénomènes dont il a été témoin lors de cette éruption volcanique. Ces livres toucheront un succès important auprès du grand public et même déclencheront un intérêt auprès de la communauté scientifique. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, la volcanologie est assez lente. La recherche se restreint à l'étude des dépôts bien après les éruptions volcaniques. Il est donc très rare d'avoir une étude où les volcanologues de cette époque assistent directement à une éruption. Haroun Tazieff va encore plus loin en prenant le réflexe de filmer les éruptions, ce qui est assez peu ordinaire pour l'époque. Dans ses études, il va également chercher plus loin que la géologie classique pour trouver ses réponses. Il va également s'intéresser aux microséismes provoqués par les remontées de magma sous le volcan, qui sont aujourd'hui connus comme le signe annonciateur d'une éruption, un trémor. Tout au long de sa carrière, il va décrire pour la première fois de nombreux volcans actifs du monde, à Bali, au Congo, dans les Açores et d'autres.
Il va également être le premier à assister et décrire dans la science les éruptions phréato-magmatiques. Ces éruptions sont particulièrement violentes. Lors de sa remontée, le magma rentre directement en contact avec l'eau. Elle se vaporise presque instantanément, ce qui provoque une puissante explosion. Ces travaux de recherche amènent un véritable vent frais dans la science avec ses études sur les gaz en tant qu'initiateurs des éruptions. Ces études seront si importantes qu'elles apporteront des preuves supplémentaires à la tectonique des plaques qui vient tout juste d'être acceptée. Il confirmera d'ailleurs cette théorie par l'étude de l'Afar, un site géologique incroyable où l'Afrique se divise à l'échelle des temps géologiques. Il développe également l'analyse des risques dus aux éruptions volcaniques et milite en la faveur de la prévention auprès des populations, qu'il mettra en application lors de sa carrière politique qui suivit. Mais soucieux de partager ses découvertes au grand public, il va aller plus loin que ses livres, en se lançant dans la réalisation d'un long métrage. Ce long métrage, de 1958, nommé Les Rendez-vous du Diable, inspire de nombreuses personnes qui découvrent pour la première fois les images d'une éruption volcanique. Et parmi ces personnes, une jeune Alsacienne du nom de Catherine Conrad se donne pour vocation d'étudier les volcans. Ça ne court pas les rues, plutôt les volcans, les femmes vulcanologues. Très studieuse et brillante, Catherine Conrad passe en 1957 le concours de l'école normale supérieure avec brio. Elle enchaîne avec des études de physique puis de géochimie avant de se tourner peu à peu vers la volcanologie, ce qui fera d'elle, à cette époque, la seule femme volcanologue au monde. Elle est d'une part inspirée par la figure exceptionnelle qu'est Haroun Tazieff et d'autre part motivée par un homme qu'elle rencontra sur les bancs de l'université en 1966. Maurice Krafft est un géologue depuis le très jeune âge. Autour de ses 10 ans, il a la chance de voyager en Sicile où il pourra voir de ses jeunes yeux le Stromboli. C'est un volcan assez exceptionnel qui, de par son dynamisme, est en permanence en éruption. Fasciné par ce spectacle de la nature, Maurice Krafft se lance rapidement dans la géologie, en rejoignant dès l'âge de 15 ans la Société géologique de France. Il poursuivit ses études en faculté de géologie en se spécialisant dans la phénoménologie des éruptions volcaniques. Il rencontrera d'ailleurs assez rapidement Haroun Tazieff en tant qu'étudiant lors d'un voyage pour l'Etna, le plus grand volcan d'Europe occidentale. C'est la même année que Maurice rencontre Catherine. Le couple est très fusionnel. Ils se marient très rapidement et vivent au jour le jour de la même passion, les volcans. Catherine obtient, après ses premiers travaux, un prix, celui de la Fondation de la Vocation, véritable fer de lance pour sa carrière. Maurice, de son côté, a toujours ce souvenir du Stromboli et de ses éruptions très fréquentes qui l'ont marqué étant jeune. Alors, avec Catherine, désormais Krafft, il décide de partir pour le Stromboli. Avec peu d'argent, les époux prennent l'avion et documentent les phénomènes auxquels ils assistent. D'une manière assez inattendue, un vif intérêt est suscité autour des séquences du spectacle éruptif que le couple a rapporté. Partant de cela, le couple décide d'écrire leur découverte et de partir vers de nouveaux horizons. Partant de ce premier succès, les Krafft se motivent à voguer de volcan en volcan. Pour l'époque, et même encore pour aujourd'hui, c'est un rythme assez impressionnant. Il faut bien comprendre que pour étudier les volcans, le seul moyen pour les scientifiques, c'est de bénéficier d'une bourse qui ne permet d'étudier qu'un seul volcan à la fois. Mais les Krafft arrivent à dégager une nouvelle voie vers l'autosuffisance. Grâce aux conférences qu'ils donnent, grâce à l'écriture de nombreux livres de vulgarisation, ils montrent au grand public ce qu'est une éruption volcanique. Par ce train de vie, les Krafft finissent par gagner suffisamment d'argent pour transiter de volcan en volcan et devenir, comme ils se désignent d'eux-mêmes, les Homo Vulcanicus. Alors, à chaque signal, à chaque tremblement de terre pouvant précéder une éruption, les Krafft prennent le premier vol et partent en direction de l'éruption. Une fois sur place, ils multiplient les échantillons, les enregistrements caméra et même les survols en hélicoptère. Impressionnés par un tel mode de vie, par un tel intérêt scientifique et par une témérité presque inconsciente, la communauté américaine ira jusqu'à les surnommer les Volcano Devils. C'étaient les volcanologues les plus rapides, les plus réactifs et les plus acharnés du globe. Pendant leur carrière, ils survoleront de très nombreux volcans, en Italie, en Islande, en Indonésie, en Colombie, au Japon, au Mexique, aux États-Unis, à La Réunion, à Hawaï et bien d'autres. Les époux Krafft ont assisté à un total de 140 éruptions volcaniques, un record qui reste aujourd'hui inégalé. Ils vont également assister à de nombreuses catastrophes humanitaires, comme celle de l'éruption du Nevado del Ruiz en 1985. Avant la catastrophe, les Krafft étaient assez inquiets vis-à-vis des signaux précédant l'éruption. Ils avaient alerté les autorités locales qui ont ignoré leur avertissement. Les éruptions, et surtout les coulées de boue qui ont suivi, causeront un bilan effroyable de 23 000 morts. Les Krafft filmeront principalement l'après,
Cela a permis de montrer l'étendue des dégâts d'une telle éruption. Les enregistrements des conséquences de l'éruption sont montrés à un très grand nombre de personnes, avec des séquences tragiques restées dans la mémoire collective. Ces images auront un véritable poids dans la décision d'évacuer le Pinatubo en 1991, éruption restée dans l'histoire. Mais, malgré leur réputation, ils vont en louper quelques-unes. Les premières, ce sont celles en URSS pour des raisons politiques assez évidentes, avec le climat géopolitique de la guerre froide. La seconde est dans l'autre superpuissance, les États-Unis. On parle de l'une des éruptions du siècle, celle du Mont St. Helens en 1980. Très peu d'enregistrements de cette éruption sont disponibles. Il existe une reconstruction du glissement d'un des flancs du volcan, suivie d'une éruption assez impressionnante. En tout, l'éruption a emporté 57 morts, 250 maisons, 47 ponts, 24 km de voies ferrées, 300 km de routes, 500 km² de forêt. Le glissement, en lui-même, l'un des plus grands jamais observés de 2,3 km3, a fait perdre 400 mètres d'altitude au volcan. L'éruption explosive est qualifiée par Maurice Kraft lui-même comme la plus grosse explosion du siècle. Cette éruption leur a échappé de très peu. Ils étaient pourtant sur place, mais avec les hélicoptères qui étaient pris d'assaut par les Américains, ils ont dû attendre plusieurs jours. Une fois arrivés sur le site volcanique, il n'y a plus d'activité. On est monté à bord, on dit voilà, vous partez Saint-Hélène, direction Saint-Hélène. Et on va vers le Saint-Hélène, on voyait ce panache qui faiblissait, on s'est dit zut, on va le rater. On arrive au niveau du Saint-Hélène, plus d'activité. Je dis raté, encore une fois raté, alors là vraiment, j'aurais préféré que l'avion tombe et s'écrase, tellement c'était épouvantable pour moi en tant que volcanologue. Et puis heureusement, une énorme explosion s'est faite à ce moment-là, et plus belle que la première, plus haute. Elle est montée à 23 km de hauteur, c'est une espèce de colonne de cendres immense qui est montée dans le ciel, ça a été absolument fabuleux. Cette éruption va les marquer, son caractère exceptionnel, ses images inouïes et ses dégâts. Parmi les 57 morts, 2 volcanologues étaient présents, dont le volcanologue David Johnston, connu pour avoir prévenu la station de Vancouver. Et ce volcanologue, tout comme les journalistes sur place, n'était pas présent par témérité. Les volcanologues s'attendaient à une portée maximale de 7 km. La réalité a été tout autre, avec une atteinte jusqu'à 30 km. C'est là qu'est toute la difficulté de la volcanologie. Voir qu'un volcan entre en activité est plutôt simple, mais savoir quand ce volcan va entrer en éruption et quelle est l'amplitude des dégâts à venir est d'une toute autre difficulté. La troisième et dernière éruption manquée par le couple est en 1986 en Alaska sur le mont Augustine. Ils vont assister de très près à un phénomène volcanique rare et grandement dangereux, une nuée ardente. C'est le même phénomène décrit presque un siècle plus tôt sur la montagne Pelée. En fait, il s'agit du phénomène volcanique le plus dangereux. Il faut imaginer un nuage qui est composé à la fois de roches volcaniques, de cendres, de débris et qui peut atteindre des températures extrêmes de 100 jusqu'à 1000 degrés. Ils vont également assister à une coulée pyroclastique, c'est-à-dire la coulée à 200 jusqu'à 300 km/h de matériaux éjectés par le volcan à plusieurs centaines de degrés. Les crafts, parfaitement en place, ni trop près ni trop loin, parviennent à se positionner avec leurs caméras. La nuée ardente, bien en place et terrifiante, s'exprime dans toute sa splendeur et les crafts n'ont plus qu'à enregistrer la séquence du phénomène le plus dangereux de la volcanologie. Seulement, après quelques secondes, Maurice n'avait plus de quoi filmer. On peut facilement imaginer leur frustration, d'autant plus qu'à cette époque, il n'existait aucun document sur la formation et le déroulement d'une nuée ardente. Et donc, avec l'éruption du St. Helens manquée, avec l'éruption du Augustine, qu'ils manqueront de filmer, on peut facilement comprendre leur détermination à rechercher une nouvelle nuée ardente. Alors qu'ils étaient à Hawaï, en train de prendre de nouvelles images des éruptions de lave, les crafts sont avertis d'un début d'activité à l'autre bout du Pacifique, au Japon. Au sud du Japon, un volcan sort timidement de son sommeil par quelques séismes assez brefs. Il s'agit du mont Unzen. Le mont Unzen, haut de 1500 mètres et d'un diamètre d'environ 16 km, est situé sur la péninsule de Shimara, avec de nombreux sommets. Le plus grand, le Fugendake, est un stratovolcan. Cela signifie qu'il est le résultat d'un empilement successif de lave lors des épisodes volcaniques. La dernière en date est de 1792. Les écrits parlent d'une éruption assez violente au point de forcer l'île à être évacuée momentanément. Plus de 2 mois plus tard, alors que la population avait regagné l'île, 2 séismes provoquent l'effondrement du dôme qui couvrait le toit du volcan. Cela va générer une avalanche de débris d'à peu près 0,5 km3 atteignant la ville de Shimabara et va se poursuivre jusqu'à l'océan, qui va provoquer un tsunami
traversant la mer Ariake et atteindre la ville de Kumamoto. Avec les habitants piégés par la coulée pyroclastique sur l'île et ceux atteints par le tsunami, cet événement aura un bilan très lourd et est encore aujourd'hui retenu comme la catastrophe d'origine volcanique la plus meurtrière du Japon. Bien que très menaçant, c'est ce volcan que les Craft visent. Presque 200 ans plus tard, des séismes surviennent et s'intensifient jusqu'au 17 novembre 1990, date où une éruption phréatomagmatique se déclenche. En janvier 1991, un trémor est détecté sous le volcan et le début de l'éruption commence à partir du 12 février. Des laves commencent à apparaître en tête, mais elles sont assez rapidement refroidies, formant un dôme de lave. En général, c'est un signe assez inquiétant, car une fois obstrué, le volcan continue de générer des gaz dans ses conduits volcaniques et voit donc sa pression augmenter petit à petit sous le dôme. Plus le temps passe, plus l'explosion risque d'être dévastatrice. Devant le regain d'activité, les Craft décident d'y aller, accompagnés d'un homologue américain parlant couramment japonais, Harry Glicken. Glicken est un véritable miraculé. Il était en poste au Mont Saint-Helens peu avant son éruption. Son tour était venu d'échanger avec un de ses collègues, Johnston, qui le remplace au poste d'observation. Le volcan entrera en éruption dans les heures qui suivent. Nous sommes le 9 avril 1991. Les habitants de Shimabara se réveillent en découvrant l'apparition de fumerolles au-dessus du volcan qui décorait jusqu'alors paisiblement leur quotidien. Peu à peu, ces fumerolles s'assombrissent. Le 12 mai, des secousses sont même ressenties sous le même dôme du Fugendake. À ce moment-là, une vraie éruption n'était pas envisagée pour les scientifiques japonais, notamment pour le professeur Ota en charge de l'observation du volcan. La population est surprise par la rapidité de ces fumées et la répartition des cendres aux alentours. Ces cendres, en retombant, recouvrent le sol et le rendent par la même occasion imperméable. Les précipitations qui tombent dans la foulée ruissellent sur ce sol, devenu imperméable, et forment des torrents qui se chargent en sédiments, formant des coulées de boue nommées lahars. Ces lahars emportent tout sur leur passage. Les autorités réagissent rapidement en déployant des pompiers volontaires sur place. Le 19 mai, les torrents s'intensifient. Les ponts de Tsutsuno et d'Onokoba ont été emportés. Le 20 mai, les torrents sont toujours plus présents. On comptabilise 81 000 m3 de débris et de boue qui sont déversés dans la rivière Miznashi. Les villageois témoignent de la présence de grands blocs qui dévalent régulièrement les courants. À 5h30, devant les dégâts et l'importance des coulées de boue, le maire fait évacuer le village vers le centre agricole. C'est à ce moment que le Japon prend connaissance de l'ampleur des dégâts que subissent les habitants de la péninsule de Shimabara. Beaucoup de reporters seront dépêchés sur place, permettant une couverture 24 heures sur 24 de la situation. Plus tard dans la journée, l'histoire volcanique commence. Les volcanologues constatent la présence d'un dôme de lave formé dans le cratère du volcan, un véritable bouchon. Les événements de la dernière éruption sont assez lointains pour la plupart des habitants. Mais pour les volcanologues, devant la nature des laves relativement visqueuses, devant la présence du bouchon au toit du volcan et devant la période d'accalmie jusqu'à présent, la situation actuelle montre de forts échos à l'éruption de 1902 du Mont Pelée et de ses nuées ardentes. 24 mai à 8h07, après plus d'un mois d'activité, un panache de cendres apparaît par l'effondrement partiel du dôme. La première coulée pyroclastique fait son entrée. Répandue sur 2,5 km, elle atteint le secteur de la rivière de Miznashi et menace directement les habitations. Il faut donc à nouveau faire évacuer les habitants, mais comme souvent dans ces catastrophes, beaucoup de fermiers de 50 ou 60 ans qui ont passé toute leur vie au pied du volcan ne veulent pas partir. Après 4 ans d'attente pour observer à nouveau une coulée pyroclastique, les Craft ont enfin l'opportunité d'en observer une. Alors, les Craft décident de partir pour le Japon. 29 mai, 1094 personnes sont évacuées, dont de nombreuses familles. Le gouvernement applique la loi de catastrophe naturelle pour les villes de Shimabara et de Fukai. Après des survols d'avions, le professeur Ota se rend compte de l'effondrement du dôme de lave qui est en cours, et que la coulée pyroclastique, seulement présente depuis 4 jours, est de plus en plus importante. Devant une telle évolution, le danger est perçu comme imminent. Le centre rural, où la population s'était recueillie, est en plein dans la trajectoire de la coulée. De même, le site où les journalistes s'étaient agglutinés est qualifié de terrain instable. Un couloir les sépare d'à peine 700 mètres de la nuit. En théorie, la zone est protégée. Les Craft ont d'ailleurs rejoint cette même zone. Les Craft ont besoin d'un hélico pour survoler les lieux et avoir une vision topographique du volcan en activité. Mais comme un écho du passé, pareil au Mont Saint-Helens, il leur est impossible de louer un hélicoptère. 1er juin, après 11 jours d'activité volcanique, le volcan est de nouveau calme. Aucun signe d'activité.
Le maire est dans l'embarras, il hésite même à lever les restrictions. Les habitants de la péninsule réclament de regagner leurs habitations et leurs activités déjà abandonnées depuis plusieurs jours. Le maire va finir par craquer. Il va lever partiellement les restrictions, mais en demandant aux habitants de Kamikoba de rester en dehors de leur village. Dans un malencontreux quiproquo, le professeur Ota avait marqué une délimitation dans la gradation des dangers avec la ligne de bus de Tsutsuno. Mais les autorités ont interprété cette ligne comme la démarcation du danger. En d'autres termes, qu'il n'y avait plus aucun danger au-delà. D'autres coulées pyroclastiques ont eu lieu, qui se sont toutes arrêtées à la mi-pente de la montagne. Les Kraft, qui veulent à tout prix terminer leur film pour contribuer à la prévention des risques volcaniques, ils se sont alors installés plus en amont. 2 juin, la péninsule se réveille dans la pluie. C'est le deuxième jour de calme. Pour les Kraft, c'est une véritable punition. La pluie empêche la libre circulation des hélicoptères. À ce moment, avec l'accalmie du volcan et la pluie épaisse qui masque toute activité par fumerolles, beaucoup pensent que l'éruption est terminée. Les scientifiques continuent de surveiller le volcan. 3 juin, 7h. Au petit matin, un troisième jour d'accalmie se profile. Une pluie épaisse recouvre encore la montagne. Mais au sommet du mont Unzen, au cœur du volcan, le dôme de lave a grossi et la coulée pyroclastique s'accroît exponentiellement. 15h30, les coulées pyroclastiques se firent de plus en plus fréquentes. Mais en bas, pour les villageois, tout reste calme. 16h10, le silence se rompt. Un gigantesque nuage de cendres jaillit et commence son expansion au-dessus de l'île en se dirigeant vers la ville de Shimabara. Les cendres s'étendent. Le sol gronde et les sismographes s'excitent en faisant un bruit incessant. Un rideau de pluie noire s'abat sur la ville. Katia et Maurice continuent de filmer. Ils vont être récompensés de leur patience. Le phénomène le plus impressionnant de la volcanologie se dévoile enfin au mont Unzen. Une nuée ardente vient d'apparaître. Ce nuage de cendres est particulièrement chaud. Elle provoque des coulées pyroclastiques et nuages de cendres avec une si grande énergie que l'ensemble dévale les pentes à grande vitesse, jusqu'à 180 km/h. Ce nuage, si impressionnant, est plus puissant qu'imagine. Il dévale la pente et malgré la position protégée du groupe situé sur une crête, cette coulée pyroclastique finit par atteindre les journalistes, les scientifiques, les pompiers et, inévitablement, les Kraft. L'impensable se produit. Le couple Kraft disparaît. I am never afraid, because I have seen so much eruptions in 23 years that even if I die tomorrow, I don't care. C'est ainsi que le plus grand couple de volcanologues s'éteint. Véritable mort sur scène, ils auront accompli leur volonté de filmer de très près une coulée pyroclastique. C'était un pari très risqué de filmer d'aussi près l'éruption, mais leur témérité est loin d'être injustifiée. Depuis leur position, les Kraft étaient situés sur une crête, un point haut. La coulée pyroclastique, qualifiée de surge ou de déferlante, est composée de 2 corps. La base de la coulée, principalement des débris, et le haut de la nuée, concentrant majoritairement des cendres. Dans les cas étudiés jusqu'alors, suite à l'effondrement d'un panache volcanique ou d'un dôme de lave, la déferlante se forme et dévale les pentes à grande énergie. Mais même avec cette énergie, il était rare que cette déferlante surpasse les crêtes topographiques. Malheureusement, les Kraft ont subi le premier cas de déferlante qui dément cette règle. Celle du mont Unzen a eu une si grande énergie qu'elle est parvenue à surpasser les crêtes dans sa descente. Les principales théories sur cette fameuse déferlante parlent d'un second panache volcanique qui s'est formé pendant l'effondrement du dôme de lave et qui n'a pas réussi à se maintenir, renforçant donc la première nuée ardente. La partie supérieure avait donc trop d'énergie et s'est détachée de la base et n'est donc plus contrainte par la topographie. L'activité du volcan durera 5 ans. Ces coulées pyroclastiques iront jusqu'à 4 km et même par endroits se jetteront dans la mer, provoquant une extension de l'île. Elle rasera de la carte la ville de Kita-Kamikoba et ses villages. Les éruptions feront au total 43 morts. Mais de nombreux ont été évités par les précautions prises par l'administration, grâce au conseil du professeur Ota, grâce aux pompiers volontaires allant jusqu'à se sacrifier pour la population, et même par les Kraft, qui ont conseillé aux journalistes présents avec eux de partir au premier signal alarmant. Au-delà des images,
L'éruption du Hunzen a eu un retentissement important sur le risque volcanique dans la région Pacifique. Ces images ont été très précieuses lors de la prévention du Pinatubo en 1991, qui seulement une dizaine de jours après le mont Hunzen entre dans une éruption grandiose qui figurera plus tard dans tous les livres de collège. Par la prévention et l'évacuation de la population aux Philippines, plus de 20 000 vies ont été épargnées. Depuis l'éruption du mont Hunzen, la communauté scientifique est toujours en effervescence autour de ce volcan. Chaque année, de nombreux articles sont publiés dans des revues scientifiques, avec même des grandes campagnes de forage. Les ensembles volcaniques sont de mieux en mieux décrits, et depuis la période des crafts, le modèle même des volcans s'est métamorphosé, depuis la structure simple en pelure d'oignon à la structure complexe en chambre magmatique aux multiples conduits. Les crafts n'y sont probablement pas pour rien, avec la médiatisation du métier et surtout avec la génération de scientifiques qu'ils ont inspirés. Katia aura inspiré de nombreuses femmes, elle qui était à l'origine l'unique femme volcanologue étudiant des volcans actifs. Même plus de 30 ans après leur mort, les crafts seront le sujet de 2 films documentaires à leur effigie. De nombreux fonds, des médailles et même des laboratoires porteront leur nom en signe de reconnaissance envers leurs travaux. Malgré tout, le phénomène volcanique garde encore une part de mystère aujourd'hui. Alors que le monde se remet d'une pandémie, une éruption a lieu sur l'archipel des Tonga, en plein océan Pacifique. L'éruption est d'une puissance telle qu'elle surclasse toutes les autres éruptions observées par l'homme jusqu'alors. Elle fut si imposante qu'elle était observable depuis la Lune. Par chance, cette dernière n'atteindra qu'une partie des îles Tonga et ne fera que 3 morts. Mais ce volcan, de par son dynamisme et son état immergé, soulève de nombreuses questions, de nombreux inconnus, de quoi laisser un nouveau défi à l'humanité.